Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live métier en coulisses. Nous sommes avec Clémence aujourd'hui. Alors on a eu quelques petits soucis de connexion, donc Clémence est avec nous par téléphone. Je redirige le téléphone vers le haut-parleur, vers le micro. J'espère que vous l'entendrez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous entendez Clémence ou pas. En attendant, bonjour Clémence, merci d'avoir accepté de donner 30 minutes de ton temps pour nous parler de ton activité de brocanteuse. Est-ce que tu veux dire bonjour à nos spectateurs? Alors bonjour tout le monde. Déjà, je m'excuse parce que ça n'a pas marché la connexion. Du coup, je voulais savoir si vous nous entendiez bien et si on pouvait continuer comme ça. Alors, dites à Nicolas si c'est bon, les gens c'est nous OK confirment pour qu'ils vous. nous entendent. Ah, trop bien. Super, je suis Génial, contente. merci. Oh, Super. c'est les aléas du direct. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis contente de pouvoir animer cette conversation avec toi, Clémence. Merci encore d'être avec nous. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas, je travaille chez Chance au sein de l'équipe produit et du coup, j'aide à la conception de nos services. Aujourd'hui, je serai donc à l'animation de ce live. Pendant le live, toutes les questions sont les bienvenues en commentaire dans la partie chat. Donc, vous êtes déjà nombreux à utiliser le chat pour nous saluer. Bonjour à vous. Je vous propose de commencer assez rapidement, comme on a un petit peu de retard et on va passer tout de suite aux questions. Juste, du coup, Clémence, merci encore une fois d'accepter le live métier. Peut-être aussi un petit peu de contexte pour vous qui nous écoutez. Ce live métier qui est aujourd'hui dédié au métier de brocanteuse dont va nous parler Clémence fait partie d'une série de lives qui ont lieu toute la semaine, qui sont organisés par Chance et qu'on appelle les lives métiers. Ah, alors attendez, Clémence a quitté le téléphone. Attendez, peut-être qu'elle est en train d'arriver. Sinon, je vais tout simplement la rappeler. On va y arriver, vous inquiétez pas. Sans succès. Bon, juste pour confirmer, Clémence est bien revenue au téléphone. On a réussi une dernière fois de la connecter sur Livestorm, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on va continuer comme ça. Du coup, Clémence, on va commencer par parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée au métier de brocanteuse, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, du coup, déjà, la brocante, c'est une passion depuis toute petite. Donc, j'allais chiner avec ma mère, ma grand-mère. Et il n'y a pas très longtemps, en 2018, j'ai retapé une maison complètement. Et du coup, là est revenu un petit peu le plaisir d'aller chiner, d'aller chercher des petits meubles, etc. Puis en 2020, comme beaucoup de gens, le Covid, qui a fait réfléchir pas mal de choses dans ma tête, une petite liste d'emplois que j'avais sur mon téléphone, des choses que je rêvais de faire, et le métier de brocanteuse. Et là, je me suis dit, attends, j'ai du temps, je peux me former, je savais faire des sites internet, donc je me suis dit, allez, je me lance. J'ai créé mon site internet, j'ai attendu la fin du Covid pour aller chiner. Au début, c'est des petites choses que j'avais chez moi, et petit à petit, j'ai développé ça. J'ai créé mes réseaux sociaux. Voilà, j'ai vraiment assemblé mes compétences en communication, marketing et du coup la passion de la brocante pour créer mon site web et ma petite entreprise de brocante. Ça marche, merci. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'attire particulièrement dans ce métier, s'il te plaît? Alors du coup, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment le côté seconde main. Voilà, j'ai quand même un attrait pour le respect de l'environnement, pour essayer de préserver nos ressources, etc. Donc c'est vrai que le seconde main, de pas acheter du neuf, vraiment de réemployer des choses que les autres ont, qui n'utilisent plus. Donc ça c'est vraiment important pour moi. Le deuxième point, c'est le côté histoire, parce que tous les objets que je chine et que je revends, mais du coup ils ont une histoire, ils ont déjà vécu dans une, deux, trois familles, et ils vont sûrement continuer à vivre d'autres histoires. Et ça me plaît aussi beaucoup. Et le troisième point, c'est la déco, parce que j'adore la déco. Et c'est vrai qu'apporter des touches de seconde main, des touches de mobilier un peu ancien, qui a une histoire justement, ça apporte tout de suite à la déco un côté plus chaleureux, plus humain, des pièces uniques. Voilà, ça apporte vraiment un côté sympa à la déco.
Super, merci. On a déjà quelques questions. Isabelle qui te demande notamment si on pouvait avoir le nom de ton site web, enfin l'URL, je Ouais, bien suppose. sûr, avec plaisir. Du coup, mon site web, c'est La Brocante de Clémence. Idem sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'ai pas mal de produits qui sont en ligne et du coup, je fonctionne avec mon site internet, mon compte Instagram et ensuite, après, je fais pas mal d'événements aussi sur place. Moi, j'habite à Pau, donc dans le sud-ouest et voilà, je fais pas mal d'événements spécialisés brocante ou d'autres événements et où je vends du coup mes pièces en direct. D'accord. Si je ne m'abuse, c'est une activité secondaire pour toi, la brocante? Oui, exactement. Est-ce C'est que, une activité secondaire, ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, pourquoi pour l'instant c'est encore une activité secondaire et Oui. Bah, du coup, j'ai déjà développé cette activité. Je varie entre une activité de freelance en communication et une activité salariée. Du coup, j'ai développé le côté brocante en parallèle, on va dire, de mon activité salariée. Pourquoi? Bah, parce que c'était une passion et que voilà, j'avais pas envie de ne pas le développer parce que j'étais déjà salariée. Donc, ça fait une activité complémentaire en fait, qui est très très différente de mon activité tous les jours, qui est vraiment où je suis quasiment tout le temps devant l'ordi. Là, ça me permet du coup d'être dehors, d'aller voir les gens, de parler avec les gens, d'aller chiner des objets dans des maisons, de pouvoir voilà plus manuel et plus humain, on va dire. super. Et est-ce que à un moment donné, tu souhaiterais en faire ton activité principale? Alors pour l'instant c'est un peu compliqué. Je sais pas forcément mon option d'en faire une activité principale D'accord. pour des raisons familiales, parce que du coup j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi et c'est vrai que quand on est brocanteur, quand on est marchand, dans tous les cas, on doit travailler quasiment tous les week-ends, aller sur des événements et du coup ça c'est un peu compliqué actuellement avec ma vie perso. L'autre possibilité, ça serait d'ouvrir une boutique, mais là aussi, ça m'obligerait à travailler toute la semaine, plus tous les samedis. Donc, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie. Je trouve vraiment un équilibre entre le volet salarié et le volet brocante. Donc, pour l'instant, c'est ça. Je dis pas que dans quelques années, j'ouvrirai pas une boutique ou je ferai plein d'événements. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça pourrait évoluer. En tout cas, c'est possible, vu qu'il y a plein de brocanteurs qui font que ça comme métier. Donc, bien sûr, c'est une vraie possibilité. D'accord. C'est très bien si tu trouves ton équilibre justement Oui. dans les deux. C'est justement aussi tout ce que prône Chance dans son accompagnement. Est-ce que justement tu peux nous parler, j'allais dire d'une journée type, mais c'est plutôt peut-être une journée où tu es concentré sur l'activité de brocanteuse? Oui, une journée type, en fait, déjà, il faut aller chiner les produits. Donc, avant de chiner les produits, moi, je vais surtout chez les particuliers. Donc, 90% de mes produits viennent de chez les particuliers. Donc, en fait, ils me contactent via mon site internet, via mes réseaux, en me disant ils doivent vider leur maison, qu'ils ont un de leurs parents, grands-parents qui sont en maison de retraite, donc la maison va être en vente, etc. Donc là, c'est le premier jet, c'est le contact avec la personne. Ensuite, c'est aller sur place, voir s'il y a des objets intéressants. Les acheter, les charger dans un camion. Pas mal de manutention dans le métier de brocanteur. Et ensuite, rénover les articles si besoin. Moi, j'achète quand même beaucoup d'articles qui sont en très bon état pour essayer de passer un peu moins de temps, en tout cas, sur la rénovation. Souvent, c'est assez sale, donc pas mal de vaisselle et pas mal de nettoyage. Et ensuite, du coup, on prend en photo les produits, on crée les fiches produits sur le site web. Donc ça, c'est pour la partie web. Ou alors, on les remet dans le camion et on prépare notre camion et notre stand pour l'événement du week-end. D'accord. Alors beaucoup Donc, d'un, ouais. Vas-y, un désolé. côté com, ouais, un côté communication. Du coup, tu as le volet un peu Chine. Donc, au début, le côté sympa, aller chercher les objets. Côté un peu moins sympa, laver, préparer les objets pour qu'ils soient le plus nickel possible. Et ensuite, vous voulez un peu communication, on va dire, de créer les fiches produits, le site web, les réseaux, les mettre en valeur, ces produits. Et le quatrième volet, c'est vraiment aller vendre le produit, que ce soit sur le site web ou alors lors des événements. Ça marche. Et alors, du coup, tu parlais d'aller identifier des objets intéressants. Comment est-ce que tu repères des objets intéressants, justement? Mais en fait, ça au début, quand je me suis montée, c'était vraiment la question que je me posais, comment on fait pour aller chercher des objets? Et en fait, j'ai fait le tour de pas mal de brocanteurs. Et tous m'ont dit que, mais en fait, si tu aimes un objet,
forcément quelqu'un va l'aimer, va le trouver beau aussi. Et franchement, je fonctionne vraiment au coup de cœur. C'est que s'il y a un objet que je trouve vraiment chouette, je me dis trop cool, je le prends. Et cet objet il va forcément plaire à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ma stratégie pour le moment. Ok, et ça marche bien du coup? Oui, ça marche bien. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des trucs que moi j'adore et je me dis, voilà, ils vont partir de suite, ils vont se vendre de suite, alors que pas du tout. Et des objets plus différents que j'aime moins, mais qui sont plus authentiques ou vraiment plus particuliers, qui partent de suite. Donc c'est vraiment, bon, ça reste du commerce, donc c'est compliqué de savoir ce que les gens veulent ou pas. En plus, là, c'est des pièces uniques, donc une fois que la pièce est partie, on n'en a pas d'autres similaires. Donc voilà, c'est vraiment, moi je fonctionne vraiment au coup de cœur. D'accord. Et du coup, est-ce que tu te spécialises dans un type d'objet particulier ou est-ce que c'est vraiment justement assez large? C'est assez large. Moi, ce que je veux vraiment, enfin, du coup, je suis plutôt dans le style années 60, années 70. Moi, j'aime beaucoup les petits meubles en bois. J'aime aussi tout ce qui est doré, laiton, plutôt un peu chic. Quelques objets aussi plastiques colorés. Mais je ne veux pas trop me spécialiser pour l'instant dans un style ou dans un type de pièce. Mais par contre, voilà, c'est plutôt années 50-60. Et après, surtout, des petits objets, des petits meubles. Moi, mon objectif, c'est que ces objets vintage, ils aillent dans des apparts ou dans des maisons actuelles. L'objectif, c'est pas d'avoir des très grosses pièces. C'est vraiment des petites pièces qui apportent un côté authentique à une déco, on va dire, plus contemporaine de maintenant, quoi. D'accord. Et tu parlais aussi de rénover un peu les objets. Est-ce que c'est plutôt du nettoyage ou est-ce que c'est vraiment de la rénovation plus en profondeur? Ouais, c'est plutôt du nettoyage. Plutôt du nettoyage. L'exemple type, c'est des petits meubles en bois qui ont eu 20 couches de vernis, par exemple. Donc là, Ok, c'est plutôt poncer, remettre un petit vernis, plutôt remettre au goût du jour, tu vois, reponcer, arriver à mettre le bois plutôt à nu, mettre une couche de protection et que ça soit plus naturel, on va dire. ok, Et après, d'accord, retaper, non, en vrai, j'ai pas les connaissances et les compétences pour. d'accord. Ça serait une belle marge d'évolution, ceci dit, d'apprendre vraiment à retaper des objets. Et est-ce que habituellement, enfin, est-ce que certains brocanteurs le font eux-mêmes? Est-ce que tu sais ça? Ou est-ce qu'ils généralement ils font des partenariats avec d'autres personnes, peut-être Ça dépend. qui Ouais, ont cette il y en a certains spécialité? il y en a certains qui sont vraiment spécialisés, par exemple, dans les grosses tables de fer en bois ou dans les meubles en bois, et ils retapent l'ensemble. Ouais, 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 ça se fait. Mais D'accord. après, c'est vrai qu'il faut rester vraiment rester focus là-dessus du coup parce que tu peux pas, enfin c'est compliqué du coup d'aller beaucoup chiner, de aussi passer du temps à retaper tes meubles, aussi à les revendre. Il faut trouver le juste milieu entre le temps passé en fait à retaper ses meubles pour que ça reste rentable malgré tout. Pas y passer trop de temps pour pouvoir vendre les meubles à un prix correct. C'est ça aussi qui est important. Ok, super. On a quelques questions dans le chat, je vais commencer à les Oui. relayer. Johanna te demande comment tu as appris toute la partie manuelle, justement. Tu parlais tout à l'heure d'aller un peu poncer, un peu remettre du vernis. Comment tu as appris tout ça? Je l'ai appris un peu sur le tas, à vrai dire, un peu sur le tas et ma maman qui retape pas mal de meubles, qui me donne de très bons conseils et qui m'aide aussi souvent. D'accord. Donc j'ai fait appel aux connaissances, après appel à d'autres brocs aussi pour avoir des conseils et les tutos marchent bien aussi sur le web et c'est en faisant qu'on apprend aussi, hein. Donc en mettant la main à la pâte. Ça marche. Une autre question, on te demande comment tu définis les prix de vente des objets que tu chines. Ouais, très bonne question. Très bonne question parce que c'est un truc hyper dur à faire au début, je trouve, quand on se lance, de définir des prix. Donc plusieurs choses. Quand ça dépend des types d'objets, hein. Vraiment, quand j'ai des objets qui, je pense, ont un peu de valeur, je fais au maximum de recherches sur Internet pour essayer de retrouver à peu près l'objet, voir quels sont les prix de vente, etc. Et je fixe un prix comme ça. Et après c'est surtout l'expérience en fait qui te dit que tel objet c'est entre tel prix et tel prix et voilà. Je pense que il y a deux choses. Un peu l'expérience et de voir ce qui se fait un peu dans le marché actuel. Et le deuxième côté, c'est les pièces un peu plus haut de gamme, on va dire, comparées avec des sites internet nationaux, par exemple, de brocante
ça donne quand même un très bon aperçu des prix qui sont pratiqués. D'accord. Mais c'est une très bonne question parce que pour moi, c'est un truc qui était compliqué au début. Ok. Et peut-être le prix auquel tu l'achètes au départ est peut-être une base aussi. Ouais, le prix que j'achète au départ. Après, faut pas forcément se fixer sur le prix qu'on achète au départ parce que du coup, c'est le prix de vente aussi. Moi, l'objectif, c'est pas de garder les objets, c'est de les revendre parce que sinon, après, c'est moi qui ai du bazar partout dans ma maison. Mais, donc, du coup, le prix d'achat, il est important à la base. Mais le prix de vente est quand même aussi hyper important parce qu'il faut pas qu'il soit hyper cher pour que le produit, il ait justement une nouvelle vie, en fait. Donc, il faut juste, c'est vraiment un petit mécanisme à trouver pour que tout le monde soit satisfait, en fait, que la personne à qui on a acheté l'objet soit satisfait, que moi j'y trouve mon compte et que la personne qui l'achète trouve aussi son compte, que ça soit pas un prix non plus trop élevé, quoi. D'accord. Je rebondis sur ce que tu disais, que ça soit pas le bazar chez toi. Justement, Mélanie nous demande où tu stockes les objets. Est-ce que tu as besoin d'un local? Ah, t'as un local, ok. Ouais, j'ai un petit local que je loue, qui est pas très loin de chez moi, où je stocke mes objets et j'ai un petit côté carré, donc tous mes objets sont hyper bien rangés, stockés dans des boîtes, toutes les boîtes sont étiquetées, voilà, tous les petits meubles sont prêts, rangés, comme ça, dès que je vais sur un événement ou que je vends un produit sur mon site, je sais exactement où il est situé, etc. Parce que ça, on dirait pas, mais le bazar s'installe assez vite. Ouais, j'imagine. On a aussi des questions. Alors, Maud demandait tout à l'heure, notamment Maud qui posait la question sur les prix, demandait s'il y avait une formation à effectuer sur le sujet des prix. Et ça rejoint aussi une question plus globalement qui arrive dans le chat, qui est-ce qu'il y a des formations particulières pour le métier de brocanteur? Alors, des formations, je sais pas. Je pense que le meilleur moyen pour se former en étant brocanteur, c'est de passer du temps avec les brocanteurs. Okay. Parce que c'est quand même un monde un petit peu à part. C'est un monde du commerce, mais c'est un peu le monde des marchands, quoi. Les marchands, ils négocient sur place, ils se lèvent tôt, ouais, c'est vraiment un métier à part. Et je pense que vraiment le meilleur moyen d'apprendre, c'est de passer du temps avec les brocs. C'est d'aller démarcher, de faire, je sais pas moi, une semaine, un week-end avec un broc qui va sur un événement. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Ensuite, je pense qu'au niveau formation pure, ce qui peut être hyper intéressant, c'est tout ce qui est histoire de l'art. Mm-hmm. Parce que mine de rien, quand on tombe sur un objet, c'est une tendance, voilà, on peut se rapprocher à ça. Et ensuite, tout ce qui est vraiment décoration pure, quoi. Okay. Là aussi, ce qui est tendance, quels étaient les designers, quelles époques, pour quand on trouve une pièce sur une brocante ou ailleurs ou chez quelqu'un, avoir un petit peu le réflexe de quelle époque il peut être, quel peut être le designer qui l'a créé, etc. Même si après maintenant, Google ou autre donne des infos hyper rapidement, donc on a quand même la chance d'avoir des outils numériques qui nous permettent facilement de trouver d'où viennent les objets et quels sont ces objets. D'accord. Et est-ce que tu disais tout à l'heure que tu achetais généralement des objets pour essayer aussi de les revendre quand même assez rapidement. Ouais. Parfois à la télé, je pense que tu vas avoir une émission en particulier. Ouais. Je crois, il me semble, je suis déjà tombé dessus quelques fois et je les vois parfois un peu se dire ça va revenir. Est-ce que tu vois un peu les tendances? Est-ce que tu prends des objets dont tu te dis dans quelques années ça va revenir ou pas du tout du coup? Oui, après ça se voit vite parce que tu vois pas. Après moi je regarde pas forcément Affaires conclues pour ne pas les citer, mais parce que c'est quand même un monde un peu parallèle, c'est pas tout le temps la réalité, donc il faut pas trop se fier au prix de leurs objets ou autres. Mais bon, après c'est très intéressant, je le regarde de temps en temps parce que on en prend beaucoup sur les objets. Par contre, ouais, comment, je sais pas après. Les tendances, oui, après, les tendances reviennent. On le voit sur Instagram, toutes les décos, toute la barbotine, ouais, que ça soit des matières, des couleurs. Ça suit quand même les volets de la décoration actuelle, quoi. Ok. Donc ouais, c'est surtout des couleurs, des matières qui reviennent, qui sont tendances, ouais. Ça suit vraiment la tendance de la déco neuve en magasin, on va dire. Ok. On parlait tout à l'heure de prix et justement Mélanie a une question là-dessus. Qui dit prix dit aussi un petit peu revenu. Elle te demandait quels sont les revenus moyens d'un brocanteur. Mais ça c'est très compliqué à dire, c'est hyper variable.
Euh, je fais vraiment un parallèle de mon activité, donc c'est en fonction du temps que j'y passe, ça, il n'y a pas de secret. Et après, ça dépend des pièces que l'on vend, parce que moi, je vends des petites pièces, si vous allez voir sur mon site ou sur mon compte Instagram, je vends des petites pièces à 30, 40, 50 euros. Mes grosses pièces sont à 200 euros ou 300 euros max, quoi. Donc, j'ai vraiment des petites pièces. Après, si la personne se spécialise dans des pièces qui ont beaucoup plus de valeur, des pièces de designer, etc., qu'elle va aussi acheter beaucoup plus cher, mais revendre beaucoup plus cher. Tout se calcule, quoi. Après, c'est comme tout le reste. Hein, c'est du coup, moi, je suis en freelance, donc du coup, c'est déclaration mensuelle à l'URSSAF en tant qu'auto-entreprise, donc avec 22% de taxes à donner à l'État. Donc voilà, tout se calcule. Mais c'est très compliqué de vous dire une marge de un salaire, quoi. C'est complexe. Ça dépend vraiment le temps qu'on y passe. Je pense que plus on chine, plus on travaille ses réseaux sociaux, plus on met sur son site, plus on fait d'événements, forcément on va vendre beaucoup plus, quoi. Ok. Tu vois, moi j'ai un peu moins le temps, donc je fais un événement par mois et j'essaie d'être active sur mes réseaux, mais quand j'ai un peu le temps, donc c'est en lien avec le temps que j'y passe, vraiment. Ça marche. Sophie demande comment on définit la marge qu'on fait sur un objet. C'est un peu lié au Comment prix tu aussi. définis la marge? Mais ça va dépendre déjà de ton prix d'achat, bien sûr, du prix auquel tu peux le revendre. Et du coup du pourcentage que tu vas donner à l'URSSAF aussi pour que ça soit que ça reste un minimum rentable en fonction du temps que tu y passes aussi. Donc c'est un petit calcul. Au début tu peux le calculer, après ça vient assez naturellement, je pense. C'est vraiment lié avec ton prix d'achat et ton prix de vente, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Et alors, tout à l'heure, je crois que tu nous disais que tu étais freelance en communication, c'est ça? Pour la ouais, en fait, j'ai un statut de freelance et après, je suis soit salariée. Là, j'étais salariée jusqu'au mois d'avril et là, je suis en freelance. Donc, j'ai 2 activités de freelance sur. Ok. C'est ce que je voulais te demander. Du coup, tu as dû créer 2 auto-entreprises séparées ou comment est-ce que ça se passe? Non, en fait, tu peux avoir une seule auto-entreprise et avoir plusieurs activités sur ton auto-entreprise, même si c'est des activités différentes. Du coup, moi, j'avais créé mon auto-entreprise de communication freelance en 2018, donc avant la brocante, et j'ai pu rajouter mon activité de commerciale de brocante sur la même auto-entreprise. D'accord. C'est assez facile. Ça, du coup, c'est assez facile à mettre en place. Ok. On a aussi Maureen qui nous pose une question, qui demande comment tu développes ta communication, comment tu as réussi à trouver tes premiers clients. Je suppose que comme tu travailles toi-même dans la communication, ça t'est un petit peu aidé à la base peut-être? Ouais, du coup, je m'en suis vraiment servi et c'est là aussi que je trouve du coup mon équilibre. Comment tu trouves tes clients? Du coup, c'est un petit peu comme toutes les entreprises. Au début, j'ai fait mon site internet déjà parce que du coup, ça permet aux gens de voir les produits, d'aller voir les photos, de voir les dimensions, de voir les descriptifs. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième truc, les réseaux, donc Instagram. Je pourrais être aussi sur TikTok ou autre, mais pour l'instant, j'ai pas forcément le temps. Mais Instagram, hyper important pour aller développer son réseau proche et se développer. D'accord. Et ensuite, faire du terrain. Donc les événements, qui soient petits ou grands événements, il y a rien de mieux pour aller voir, pour se faire connaître en fait. Une petite carte de visite, un événement, un joli stand. Les gens passent, tu donnes une carte de visite, tu dis que tu as un site internet, des réseaux sociaux, ils s'abonnent. Prochain événement, il y a des gens qui se sont abonnés à ton compte Instagram et qui viennent te voir, qui te disent « Ah je suis abonné à votre compte, je suis content de vous rencontrer. » Ouais, c'est l'humain avant tout et ça, c'est une très chouette partie. Super. Et sur Instagram, est-ce que tu sponsorises parfois des choses ou est-ce que c'est juste organique, c'est juste t'invites les gens à te suivre et en fait ça grossit naturellement? Ouais, très clairement, j'ai pas de budget à mettre en social ad, qui est une des grosses parties de mon métier que je fais pour mes clients. Mais pour moi, je le fais pas, je laisse en organique. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même, pour que ça fonctionne en social ad, il faut quand même pas mal de budget. Et je préfère le faire en organique. Voilà, l'objectif, c'est pas d'avoir des millions de followers, c'est de mettre en avant les pièces. Et généralement, les gens qui me suivent sur Instagram, c'est plutôt des gens locaux qui viennent me voir après sur les événements. Donc, quand ils voient que je fais un événement, ils me demandent d'apporter une pièce qu'ils ont vue sur mon site ou qu'ils ont vue sur Instagram pour la voir en vrai. Donc, c'est plutôt du lien que du lien social, on va dire, ou du lien commercial que de l'achat pur. Et mon objectif, c'est vraiment pas d'aller à la recherche de followers. Donc,
Tout dépend. Ça peut être une vraie stratégie, hein, mais il faut bien la monter et bien D'accord. faire les social ads. Ok. Et du coup, comme tu as aussi un site internet, quelle est la part de ce que tu vends sur ton site internet par rapport à des événements physiques? C'est très différent. C'est compliqué à comprendre. Il y a des mois, je vends beaucoup plus sur Internet que sur les événements, mais généralement, je vends quand même. Mon site, il sert plus de site vitrine, comme je disais, où les gens vont voir les produits que j'ai en stock et me demandent de les amener sur des événements. Ok. Donc, je vends plutôt lors des événements parce que les gens, ils ont quand même besoin, tu vois, de voir les objets en vrai quand Mhm. même, mine de D'accord. rien. Ok. Et Ce côté vintage histoire, ils ont quand même besoin un peu de toucher l'objet. C'est ce qui est peut-être moins le cas quand tu achètes, je sais pas moi, des tasses ou des verres sur Maison du Monde. oui, Tu les achètes comme ça, en neuf. Et quand c'est ancien, ils ont quand même assez besoin de voir les choses des gens. Enfin, en tout cas, mes clients que j'ai, après, c'est sûrement différent pour d'autres personnes, mais ça marche. On a Louis qui te félicite pour ton site internet, qui dit qu'il est très clair et bien fait. merci beaucoup. On a une question de Maude qui te demande si tu gardes l'esprit de négociation avec tes clients sur ton site ou est-ce que c'est comme en brocante physique? Mais tu semblais dire que tu vendais aussi en brocante physique, donc bon, enfin, sur ton Ouais, brocante physique. très super bonne question aussi parce que oui, la négociation fait partie quand même du métier. J'imagine que si vous êtes là, vous avez forcément déjà fait des brocantes, aller sur des vides-greniers, etc. Je garde je le garde parce que je trouve que ça fait quand même partie du métier, même si même si c'est compliqué en tant que pro, parce qu'en effet, on n'est pas sur un vide-grenier. C'est Mhm. des revenus qu'on déclare, c'est des objets qu'on a achetés. Pour les gens, pour la majorité des gens, ce qu'ils ont dans la tête, c'est qu'on m'a donné des objets. Les objets, on vous les donne. Ouais. Je dis, non, je les achète, les objets. Et du coup, c'est vrai que quand on rentre dans ce côté négociation, il faut faire hyper attention à rester rentable, mine de rien, parce que Mhm. c'est quand même ça l'objectif, mais tout en faisant plaisir à la personne. Donc voilà. Et ça dépend de la manière dont c'est demandé aussi. Ça dépend si c'est un client qui est régulier, ça dépend de pas mal de choses. Mais oui, je reste ouverte à la négociation, dans la limite du raisonnable. Et si c'est demandé gentiment, c'est important. Ça marche. Alors, il nous reste 5 minutes de live. Merci Marine. Quelqu'un demandait l'adresse de ton site web et quelqu'un lui a partagé sur le chat. Marine demande quels sont tes prochains projets. Oh là là, j'en ai plein. Non, j'ai pas mal de projets. Je souhaite garder la brocante. Donc, est-ce que je vais la faire évoluer ou pas? Je suis en train de voir et j'aimerais bien développer un autre projet en parallèle, toujours dans la seconde main, mais c'est en pleine réflexion. Donc on verra la suite. Mais, euh, mais là, mon objectif, pourquoi pas retrouver un activité communication en salarié. Donc ça, c'est dans mes plans, on va dire à court terme. Et au niveau brocante, là, ça va être un peu comme cet été, mais en tout cas, je reprends les événements dès septembre. Donc, mais j'ai toujours plein de projets, donc faut que j'arrive à me canaliser. Ça marche. On arrive bientôt à la fin du live. Merci encore Oui. Clémence d'avoir dédié du temps précieux pour les spectateurs qui nous suivent et pour les gens qui pourront aussi revoir le live en replay. Avant de nous quitter, je voulais vous parler d'une initiative qui nous tient beaucoup à cœur chez Chance. C'est un nouveau service qu'on vient de lancer qui s'appelle 3 minutes pour les autres et qui favorise du coup l'entraide professionnelle. C'est gratuit et ça vous donne accès en fait à la communauté d'entraide Chance. En vous inscrivant, vous pouvez recevoir chaque semaine une liste personnalisée de 10 personnes à qui vous pourriez donner un coup de pouce si vous le souhaitez et vous pouvez également demander vous-même de l'aide en remplissant une demande d'aide. Ça marche dans Et les deux c'est sens, vous super. pouvez Moi, je aider et l'ai être fait. aidé. C'est trop bien. C'est hyper intéressant. Moi, je l'ai fait. J'ai demandé de l'aide à 2 reprises et j'ai aussi apporté mon expérience à 2 reprises et c'est génial Ah, dans les 2 cas. je suis content que tu t'es testé et Ouais. que tu apprécies Ouais. alors. Génial. Et ben, merci beaucoup. Et peut-être un dernier mot. Est-ce que si les gens ont encore des questions pour toi, ils peuvent te contacter sur tu disais ton Instagram. Est-ce qu'ils peuvent te poser des questions là-bas ou est-ce que tu as peut-être Ouais. LinkedIn ou
Avec grand plaisir, c'est ce que j'allais dire. Déjà, je me re-excuse pour la connexion. Ça arrive. Donc, ça fera un petit podcast pour les gens qui vont réécouter, du coup, au lieu d'un live vidéo, mais c'est pas grave. Et bien sûr, si vous avez besoin et la moindre question, avec grand plaisir, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, donc la brocante de Clémence, et je répondrai à toutes vos questions, même si vous voulez qu'on fasse une visio rapide, si vous avez des questions sur comment allier peut-être ce métier de brocanteur à un métier salarié en parallèle. Voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vraiment, ça sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai fait l'activité chance et comme les 3 minutes sont vraiment hyper importants et de donner son expertise, c'est toujours constructif. Donc, n'hésitez pas vraiment, avec un plaisir. Bah, génial, c'est vraiment très sympa de ta part. Merci encore pour le live. Désolé pour le retard encore une fois pour les personnes qui ont suivi. Ce sont les aléas du direct et on a réussi à trouver une solution, donc on est content. Super. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Bonne journée.